La vitesse de la lumière est de 299 792 458 mètres par seconde dans le vide. Si vous vouliez faire le tour de la Terre à cette vitesse, ça donnerait ça. Bon, comme c'est pas très parlant, on va prendre de la hauteur. Ça, c'est un rayon de lumière qui fait le tour de la Terre, et comme vous pouvez le voir, ça va vite. Tellement vite en fait que depuis le début de cette phrase, il a fait 42 fois le tour, à raison de 7 tours par seconde. Et c'est d'ailleurs grâce à cette vitesse que vous pouvez regarder cette vidéo n'importe où dans le monde, sans presque aucun délai perceptible. Parce que oui, on a beau dire vitesse de la lumière, ça regroupe l'ensemble des ondes électromagnétiques. Donc la lumière de votre interrupteur et les ondes radio de votre box internet, mais aussi les rayons X des radioscopies, ou les rayons gamma émis par l'explosion d'une étoile. Et on vous a sûrement appris que ces ondes, dont la lumière, c'est la chose la plus rapide dans l'univers. Sauf que plus on s'éloigne de la Terre, plus on se rend compte à quel point cette vitesse est ridiculement lente. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier humain à poser le pied sur la Lune. En moyenne, elle se trouve à 384 000 km de la Terre. Et ce jour-là, quand il prononce cette célèbre phrase, ces mots ont mis 1,28 secondes à arriver jusqu'à la Terre. Alors ça a l'air d'être un détail comme ça, mais on n'est qu'au début, parce qu'à l'échelle cosmique, la Lune est collée à la Terre. 400 000 km, c'est que dalle. Mais allons voir un peu plus loin, du côté de Mars. Quand elle est à son périgée, donc le moment où sa distance avec la Terre est la plus courte, la lumière met approximativement 3 minutes et 2 secondes à faire le trajet. C'est-à-dire que si vous êtes sur Mars et que vous voulez envoyer un message à la Terre, vous devrez attendre au minimum 6 minutes et 4 secondes pour recevoir une réponse. Et seulement dans le cas où ils répondent instantanément. Mais quand Mars est à son périgée, là où elle est le plus loin de nous, ce même échange prendra plus de 44 minutes. Si on arrive un jour à la coloniser, je pense que les gens qui se trouveront là-bas auront de quoi se sentir isolés. Et plus on s'éloigne de notre étoile, plus ça devient flagrant. Ça, c'est le nuage d'Oort, un ensemble hypothétique de milliards de corps qui serait la limite d'influence gravitationnelle du Soleil. Pour atteindre les premières comètes de ce nuage, la lumière mettrait environ 16 heures pour y arriver, en partant de la Terre. Mais selon certaines estimations, cette frontière naturelle au système solaire serait large de plus d'une année-lumière. C'est-à-dire qu'au moment où elle passera à côté du premier caillou de ce nuage, elle n'en verra pas la sortie avant une année. Donc si un jour un vaisseau arrive à traverser cette frontière et à quitter notre étoile, au moment où ils enverront un message vers la Terre, ils devront attendre au moins 2 ans avant de recevoir une réponse. Et notre galaxie fait plus de 100 000 années-lumière de diamètre. Tous les messages qu'on a envoyés dans l'espace depuis les années 60 n'ont atteint qu'au moins d'1 millionième de l'ensemble de toutes les étoiles qui la composent. Ce qui nous met devant le fait accompli, la vitesse maximale autorisée dans l'univers, la vitesse de la lumière, est extrêmement lente. Tellement lente qu'elle pourrait réduire à néant tous nos espoirs d'exploration spatiale, voire même juste de communication à travers la galaxie et l'univers entier. Et donc on a le droit de se poser la question, pourquoi elle est si lente? Et surtout, est-ce qu'il existerait un moyen d'aller plus vite? Pour comprendre ça, déjà, faut revenir aux bases. Qu'est-ce que c'est la lumière? Si vous posez cette question à quelqu'un, il y a de fortes chances qu'ils vous prennent pour un con. Parce que pour la plupart des gens, ça s'arrête aux rayons du soleil ou à l'éclairage projeté par l'écran de leur téléphone. Donc en gros, la lumière visible. Mais en fait, la lumière visible, ce n'est qu'une toute petite portion de l'ensemble du spectre électromagnétique qui, lui, englobe l'ensemble des rayonnements électromagnétiques. Ce spectre, il inclut aussi les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Et chaque type de rayonnement est classé selon sa longueur d'onde, donc l'espace entre deux crêtes. Par exemple, quand vous regardez un arc-en-ciel, ce que vous voyez, c'est juste des longueurs d'onde différentes qui, quand elles arrivent jusqu'à notre œil, nous apparaissent comme des couleurs. Donc ok, la lumière, c'est une onde qui se propage dans toutes les directions. Sauf qu'en 1905, Albert Einstein va faire une découverte assez surprenante. Quand il envoie de la lumière sur une surface en métal, il se rend compte que des électrons sont éjectés. Mais ça ne marche que dans le cas où la lumière est composée de petites particules. Particules qui seront plus tard appelées photons. Pour visualiser ça, imaginez un lac dans lequel vous lancez une pierre. L'impact va créer des vagues, donc l'onde qui se propage. Mais cette vague, elle est en même temps constituée de plein de petites gouttelettes. Et c'est pareil avec la lumière. Selon la méthode qu'on utilise pour l'observer, elle prendra soit la forme d'une onde, soit celle d'un ensemble de particules. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut essayer de comprendre pourquoi rien ne peut aller plus vite qu'elle. Vous savez sûrement que l'univers est régi par 4 forces fondamentales qui structurent toutes les interactions physiques. La gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction faible et l'interaction forte. Prenons par exemple l'interaction forte. Elle s'occupe de lier les noyaux des atomes. Elle est extrêmement puissante à courte portée, justement pour garantir la structure des noyaux atomiques. Mais la force électromagnétique, à l'inverse, elle n'a pas de limite de portée. Si la lumière n'est pas absorbée ou déviée, elle peut voyager sur des distances immenses à travers l'univers. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle fait. La photo que vous êtes en train de voir, c'est un des objets les plus loin dans l'univers qu'on ait pu observer. Les photons qui ont transmis cette image
images ont voyagé pendant 13,4 milliards d'années avant d'arriver jusqu'à la Terre. Vous êtes en train de voir cette galaxie telle qu'elle était quand l'univers avait à peine 330 millions d'années. Mais au-delà de la nature de l'électromagnétisme, ce qui permet au photon de se déplacer aussi vite, c'est qu'il est l'une des rares particules à ne pas avoir de masse. Et c'est là qu'entre en jeu la relativité restreinte, la théorie qui décrit comment l'espace, le temps et l'énergie se comportent à des vitesses proches de celles de la lumière. Elle nous dit que E est égal mc², ou autrement dit que la masse et l'énergie sont liés. Plus un objet est massif, plus il faut lui fournir de l'énergie pour l'accélérer. Et plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, représentée par un petit c, plus la quantité nécessaire d'énergie augmente exponentiellement jusqu'à devenir infinie pour aller à 100% de c. C'est pour ça qu'un photon peut voyager aussi vite, il n'a pas de masse, donc pas besoin d'une énergie infinie. Et plus précisément, c'est pas qu'il peut le faire, mais qu'il doit le faire. Parce que, encore une fois, selon la relativité restreinte, un objet qui a une masse ne pourra jamais atteindre la vitesse de la lumière. Et un objet ne possédant pas de masse devra toujours se déplacer à la vitesse de 299 792 458 mètres par seconde. Mais alors, pourquoi cette valeur extrêmement précise? Parce que ça pourrait être 300 milliards de kilomètres par heure, comme 80, ou même une vitesse infinie, non? Bah exactement comme la gravité attire les objets les uns vers les autres selon une force proportionnelle au produit de ces deux masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare, et pas au cube ou un autre chiffre, la vitesse de la lumière est une constante fondamentale, une loi physique imposée par la structure de l'univers. Imaginez un RPG, donc un jeu type Red Dead, Zelda ou Sekiro. Si on nommait les glitches, les codes de triche, les points de compétence et tout ce qui vous permettrait d'augmenter votre vitesse de déplacement, une vitesse maximale indépassable pour votre personnage est codée dans la structure même du jeu. Dans la réalité, c'est pareil. L'univers est programmé pour que rien ne puisse aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et cette programmation, elle dépend directement des propriétés du vide quantique. Parce que le vide n'est pas totalement vide. Il subit constamment des variations dans son niveau d'énergie. La lumière, elle interagit avec ces variations, et cette interaction, elle est déterminée par cette équation. Et sans rentrer dans les détails, c'est elle qui dicte comment la lumière se comporte dans le vide, et surtout, comment elle interagit avec. Parce que ces deux termes un peu bizarres, appelés epsilon0 et mu0, ont une valeur finie qui représente la résistance du vide à la propagation des ondes électromagnétiques. Dit comme ça a l'air un peu compliqué, mais en fait c'est plutôt simple. Imaginez que la lumière soit une voiture, et le vide l'autoroute sur laquelle elle roule. Cette équation, elle dicte la vitesse maximale à laquelle la voiture peut rouler. Comme si le panneau 130 était une limite physique impossible à dépasser, peu importe à quel point vous appuyez sur l'accélérateur. Cependant, si ce panneau avait une valeur différente, la voiture pourrait aller plus ou moins vite. De même que dans la réalité, si les termes de cette équation avaient des valeurs différentes, la lumière aurait une vitesse différente dans le vide. Et si on supprimait tout bonnement cette barrière physique, elle pourrait théoriquement avoir une vitesse infinie, ou même ne pas exister sous la même forme. Sauf que modifier la vitesse de la lumière, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que cette vitesse, elle ne fait pas que fixer une limite, elle détermine aussi comment tout fonctionne à la base, des atomes jusqu'aux galaxies. Imaginez un univers où la vitesse de la lumière est le double de ce qu'elle est, donc quelque chose comme 600 000 km par seconde. Là, c'est tout l'univers qui tourne 2 fois plus vite. Les réactions chimiques qui dépendent de la force électromagnétique se produisent 2 fois plus rapidement, donc c'est par exemple la fusion de l'hydrogène au cœur des étoiles qui est 2 fois plus rapide, leur durée de vie est divisée par 2 et les galaxies évoluent et disparaissent beaucoup plus rapidement. En fait, c'est toute l'horlogerie cosmique qui tourne 2 fois plus vite et on se retrouve avec un univers aussi hyperactif qu'un gamin élevé aux écrans et au sucre qui se tape un rail de poudre. Mais c'est pas tout. Vitesse et temps sont liés, donc c'est aussi toute notre perception du temps qui changerait. Parce que comme on l'a vu, c'est c qui définit la vitesse maximale à laquelle l'information peut voyager dans l'univers. Au lieu de prendre entre 3 et 44 minutes, un échange entre Mars et la Terre n'en prendrait plus qu'entre 1 et 22. Et même toute la lumière qui vient du reste de l'univers nous atteindrait beaucoup plus vite. Cette galaxie qui se trouve super loin de nous, on la verrait pas comme elle était il y a 13,5 milliards d'années, mais comme elle était il y a 6,7 milliards d'années. Si la vitesse de la lumière avait une autre valeur, c'est tout l'univers qui se produirait plus ou moins vite, de la chimie des atomes jusqu'à l'évolution des étoiles et de toutes les structures à grande échelle. Mais la vitesse de la lumière ne fait pas qu'imposer un rythme à l'univers, elle fixe aussi une limite absolue à notre manière de percevoir le temps. Et plus on va vite, plus il commence à se comporter bizarrement. La dilatation du temps, c'est un effet prédit par la relativité qui dit que le temps n'est pas absolu dans l'univers. Il peut s'écouler à des vitesses différentes pour 2 observateurs. Pensez à Interstellar. Dans le film, l'équipage atterrit sur une planète qui se trouve près de Gargantua, un trou noir de plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Le scientifique de l'équipe, qui reste sur le vaisseau, les prévient que le temps que eux vont expérimenter sur la planète ne sera pas le même que le sien ou que celui sur Terre. Ça, c'est parce que ce trou noir a une gravité si forte qu'il déforme le lien entre l'espace et le temps qu'on appelle espace-temps. Et il le déforme tellement
que 1 heure sur cette planète équivaudra à 7 ans écoulés sur Terre. Cette dilatation, elle est engendrée par des objets très massifs qui déforment l'espace-temps, comme les trous noirs, et elle est décrite par la relativité générale. Mais elle se produit aussi quand on va à des vitesses proches de celles de la lumière, décrites par la fameuse relativité restreinte dont on parle depuis avant. Imaginez une expérience, on a 2 jumeaux parfaitement identiques qui viennent de naître. L'un s'appelle Lucas, l'autre Thibaut. Lucas, c'est le jumeau témoin, donc il va rien lui arriver de spécial. Mais dès sa naissance, on va mettre Thibaut dans un vaisseau qui va voyager à 99% de la vitesse de la lumière pendant 10 ans avant de revenir sur Terre. 10 ans plus tard, Lucas est âgé de 10 ans, normal. Mais son frère, Thibaut, qui lui a voyagé pendant ces 10 années du point de vue de la Terre, n'est âgé que d'à peine 1 an et 4 mois à sa sortie du vaisseau. Ça, c'est parce que plus un objet va vite, plus le temps passera lentement pour lui par rapport à un autre objet qui ne bouge pas. Cette dilatation, elle se calcule avec le facteur de Lorentz, d'ailleurs je vous mets mon calcul ici si vous voulez vérifier, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on se rapproche de C, plus cette dilatation entre le temps de celui qui est en mouvement et de celui qui ne bouge pas va être importante. Si quelqu'un arrivait à aller à 100% de la vitesse de la lumière, la théorie nous dit que de son point de vue, le temps s'arrêterait. Et en la dépassant, il devrait changer de direction en s'écoulant du futur vers le passé. Sauf qu'avec tout ce dont on a parlé avant, on sait que c'est pas possible. Aucun objet qui a une masse ne peut aller plus vite que la lumière, alors encore moins la dépasser. Mais si je vous disais que malgré tout, il semble que certains phénomènes dans l'univers peuvent défier cette limite. Depuis le début, je vous parle de la relativité restreinte, et maintenant que vous savez ce que c'est, voilà à quoi ça ressemble. Et sans entrer dans les détails complexes, cette équation elle dit 3 choses pour la vitesse d'une particule. Numéro 1, si elle a une masse, elle ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière. Numéro 2, elle peut se déplacer à une vitesse comprise entre 0 et c. Et numéro 3, plus elle accélère, plus son énergie augmente. Cependant, si dans la théorie, on impose quand même à une particule une vitesse supérieure à celle de la lumière, on se retrouve avec un truc bizarre. Cette particule, elle va obtenir une masse qui a pour valeur un nombre imaginaire. Et ça, c'est un concept mathématique qui est utilisé pour tester les limites des calculs en manipulant des trucs qui n'existent pas, donc des valeurs imaginaires. Bref, c'est assez complexe à détailler, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est les propriétés que donne ce type de masse à une particule. Il inverse son comportement par rapport à toutes les autres. D'habitude, plus un objet est massif, plus il est difficile de l'accélérer. Mais pour un objet qui possède une masse imaginaire, c'est l'inverse. Plus on lui enlève d'énergie, plus il accélère. Et inversement, plus on lui en donne, plus il ralentit. Donc contrairement à toutes les autres, cette particule ne pourrait que se déplacer plus vite que la lumière sans jamais pouvoir ralentir en dessous. Et on appelle ça un tachyon. Ça, c'est déjà bizarre, mais ça le devient encore plus quand on s'intéresse aux conséquences sur le temps et surtout à celles sur la causalité. En physique, le principe de causalité s'énonce ainsi. Tout phénomène doit avoir une cause première. Si vous appuyez sur un interrupteur, la lumière s'allume, jamais l'inverse. Et dans l'univers, pour chaque événement, vous pouvez trouver une cause, jusqu'à remonter au Big Bang, l'origine de tout. Mais comme on l'a vu avant, plus on s'approche de C, plus le temps se dilate, jusqu'à s'inverser quand on dépasse cette vitesse. Donc théoriquement, un tachyon qui va plus vite que la lumière ne peut que se déplacer du futur vers le passé. Et si même dans la fiction, les voyages dans le temps ont tendance à créer des paradoxes, la réalité n'échappe pas à cette règle. Imaginez que vous envoyez un tachyon à votre grand-père paternel qui contient un message qui le dissuade de se marier avec votre grand-mère. Ils ne conçoivent jamais votre père et votre naissance n'arrive jamais. Vous ne pouvez donc pas envoyer ce message à votre grand-père. Mais c'est pas fini. Imaginez maintenant que vous receviez le même genre de message tachyonique venant du futur qui vous dit de ne pas envoyer ce message dans le passé. Où est la cause et où est la conséquence? Donc sur le papier, les lois physiques interdisent l'existence du tachyon car il viole la causalité. Mais parfois, des phénomènes qu'on pensait impossibles au départ finissent par trouver une explication. Comme par exemple les neutrinos, des toutes petites particules qui n'interagissent presque pas avec la matière et qui sont restées hypothétiques pendant des dizaines d'années, jusqu'à ce qu'on les découvre. Et c'est pour ça que malgré tout, les physiciens cherchent les signes de l'existence des tachyons. Par exemple, dans des rayons cosmiques ou des accélérateurs de particules, mais pour l'instant, aucune preuve n'a jamais été trouvée. Sauf qu'en 2011, le CERN annonce avoir mesuré un faisceau de neutrinos qui semblait en avance de 60 nanosecondes par rapport à la lumière pour franchir exactement la même distance. À ce moment-là, tout le monde pensait qu'on avait enfin détecté un tachyon. Sauf que, après vérification, il s'agissait d'un simple câble mal branché qui a causé une erreur dans les mesures. Ouais, ça la fout mal. Mais bon, maintenant je pense que vous êtes en train de vous demander
à quoi bon parler de tachyon si, en plus de ne pas être physiquement possible, on n'en a jamais trouvé aucune trace? Bah tout simplement, l'histoire de la physique regorge de concepts d'abord jugés impossibles, mais qui ont fini par devenir indispensables. Prenez par exemple l'énergie sombre, la force qui représente environ 70% de l'univers et qui le pousse à s'expandre de plus en plus vite. On ne l'a jamais observée, et le seul truc qu'on sait, c'est qu'elle est là et qu'il faut l'inclure dans nos équations. Pour les tachyons, c'est pareil. Même s'il ne semble pas physiquement exister dans la réalité, il reste malgré tout un outil mathématique cohérent avec certaines équations de la physique. Et ils permettent surtout de mettre en évidence les limites de nos théories actuelles. Comme par exemple dans ce cas-là, les effets bizarres qui se produiraient si on dépassait la vitesse de la lumière, et surtout, pourquoi on peut pas. Donc au final, il semble que, aussi lente soit-il, toutes les entités dans l'univers, autres qu'un photon ou qu'une particule sans masse, doivent se plier à cette limite de 300 000 km par seconde. Et même si dans un futur hypothétique, on arrive à créer des vaisseaux capables de se déplacer à la vitesse de la lumière, les voyages interstellaires resteront lents. Trop lent en fait. Mais si cette limite est bien absolue, d'autres valeurs en physique ne le sont pas. Et si certaines peuvent se distordre, est-ce qu'on pourrait pas essayer de tricher? Parce que c'est exactement ce que fait l'univers à grande échelle. Comme un ballon qui se gonfle, il est en expansion depuis le Big Bang. Et aujourd'hui, certaines galaxies, comme des points dessinés sur la surface de ce ballon, s'éloignent de nous à une vitesse apparente supérieure à celle de la lumière. Et pourtant, elles ne violent aucune loi de la physique, parce que ce n'est pas elles qui bougent, mais c'est l'espace-temps entre elles et nous qui s'étire. Et si l'espace-temps peut s'étirer, peut-être qu'il peut aussi se plier. C'est du moins ce que pensait Einstein quand il a bossé avec Nathan Rosen pour sortir cette équation. Et en gros, ce qu'elle nous dit, c'est que sous certaines conditions, un genre de pont pourrait relier deux points séparés par une très grande distance dans l'univers. Ce pont, il pourrait apparaître quand le tissu de l'espace-temps se plie, comme si la toile dont il était composé pouvait se toucher par endroits. Bon, enfin, vous avez vu Interstellar, c'est l'explication de ce gars avec la feuille de papier. Le problème, c'est qu'après des révisions dans les calculs, il s'est avéré que ce type de trou de verre, appelé pont d'Einstein-Rosen, s'est avéré instable. Il s'effondrerait instantanément après son apparition, si vite que même un photon n'aurait pas le temps de le traverser. Donc à l'époque, il semblait bien que les trous de verre, c'était mort. Impossible à stabiliser, impossible à traverser. Jusqu'en 1988, quand des scientifiques ont proposé une autre solution. Des trous de verre traversables, et pas juste par des particules, mais aussi par des objets macroscopiques, donc des humains. Et leur idée repose sur un concept assez surprenant, l'énergie du vide quantique. Comme on l'a vu avant, le vide contient bien de l'énergie, et il y a constamment des variations dans le niveau de cette énergie. C'est entre autres ce phénomène qui est en partie responsable de l'évaporation des trous noirs. Si vous voulez en savoir plus, allez voir cette vidéo. Mais ces fluctuations, elles ont un autre effet, l'effet Casimir. Imaginez deux plaques métalliques très proches l'une de l'autre en suspension dans le vide. À cause des fluctuations quantiques dans l'espace autour de ces plaques, elles seront poussées l'une vers l'autre comme si une force invisible les attirait. Cette force, c'est la preuve directe que le vide contient de l'énergie. Et selon leurs calculs, une forme d'énergie négative issue de ces fluctuations pourrait théoriquement maintenir un trou de verre ouvert, le rendant stable et traversable. Un des scientifiques à l'origine de cette solution, c'est Kip Thorne, un physicien mondialement reconnu, lauréat du prix Nobel et qui a travaillé avec Christopher Nolan sur Interstellar. The Book is Booklet. Enfin pas tellement, parce que même si cette théorie marche sur le papier, elle a quand même des problèmes. Il faudrait une quantité colossale de cette énergie pour maintenir le pont ouvert, et surtout trouver un moyen de la générer et de la stabiliser. Donc en théorie, les trous de verre traversables existent. Et d'ailleurs, si on dispose de ce moyen pour voyager dans l'espace, autant dire que la vitesse de la lumière, c'est comme comparer une calèche tirée par des chevaux à un Lockheed SR-71 Blackbird. Sauf que, en pratique, on est encore très loin de pouvoir créer ce genre de pont. Donc au final c'est mort. Est-ce qu'on est condamné à voyager dans l'espace au même rythme qu'une calèche qui ferait le tour de la Terre? Peut-être pas. Parce qu'en 1994, le physicien Miguel Alcubierre propose une solution aux équations d'Einstein qui en théorie permettrait à un vaisseau de voyager plus vite que la lumière. Solution qui s'écrit comme ça. Cette équation, c'est la métrique d'Alcubierre et elle propose de créer une bulle de distorsion dans l'espace-temps. Une bulle qui le contracterait devant le vaisseau et l'étirerait derrière lui. Et comme une planche de surf, le vaisseau pourrait surfer sur cette vague, donc sans que ce soit lui qui bouge, mais plutôt l'espace autour de lui. Mais même si ce moteur d'Alcubierre semble respecter les équations de la relativité, vu que de son point de vue, il ne va pas plus vite que la lumière, il pose quand même un sérieux problème théorique. Maintenir une telle bulle nécessiterait des quantités colossales d'énergie négative, donc la même que celle pour les trous de verre, dont l'existence en quantité exploitable est purement hypothétique. Mais ça, à la limite, c'est juste un problème technologique, parce que le vrai hic, il vient encore une fois des lois de la physique, et plus précisément de la relativité. Le problème de la propulsion Alcubierre, et en fait de tous les moyens de voyager à la vitesse de la lumière ou au-dessus, c'est qu'ils ouvrent systématiquement la porte au paradoxe temporel. Parce que selon toutes les lois de la physique qu'on utilise depuis des années pour étudier la structure de l'espace-temps, si vous possédez un vaisseau capable de voyager plus vite que la lumière,
vous avez aussi une machine à voyager dans le temps. Pour visualiser ça, utilisons un diagramme. En abscisse, on a l'espace, et en ordonnée, le temps. Ensuite, je place la vitesse de la lumière qui est illustrée par ce cône. Cette droite bleue, c'est le temps qui passe pour un observateur qui se trouve sur Terre. Et cette droite rouge, c'est un vaisseau qui voyage dans l'espace. Plus il va vite, plus la droite se rapproche de l'horizontale. Tant qu'il reste à l'intérieur du cône de lumière, donc tant qu'il ne dépasse pas C, tout va bien. Et comme on le sait, plus il va vite, plus le temps ralentit de son point de vue. Ce qui veut dire que plus vous allez vite, plus le temps que vous allez mettre pour aller d'un point A à un point B va être court de votre point de vue. Là où ça devient tricky, c'est que quand vous atteignez la vitesse de la lumière, le temps que vous allez mettre pour voyager de A à B sera égal à 0. Et si vous avez un moyen de propulsion comme un moteur Alcubierre qui permet d'aller plus vite que la lumière et donc de dépasser ce cône, de votre point de vue, le temps que vous mettrez à parcourir cette distance sera négatif. C'est-à-dire que d'après nos connaissances actuelles, voyager plus vite que la lumière, c'est remonter le temps et potentiellement créer un paradoxe temporel. Imaginez que vous utilisiez la métrique d'Alcubierre pour envoyer un message vers une autre planète plus vite que la lumière. Si ce message met un temps négatif pour être reçu là-bas, et qu'il réponde instantanément avec le même genre de système, vous allez recevoir le message de cette planète avant d'avoir envoyé le vôtre. Et si ce message dit « Nous vous avons bien reçu, mais ne répondez pas » et que vous obéissez, comment ont-ils eu reçu le premier message qui n'a jamais été envoyé? C'est difficile à visualiser comme ça, mais une autre façon de le dire, c'est que comme les voyages à la vitesse de la lumière ou au-dessus violent la loi de causalité selon le temps perçu par différentes personnes, donc temps qui n'est pas le même pour tout le monde selon la vitesse à laquelle il se déplace, l'univers semble empêcher les voyages supraluminiques pour préserver la causalité. Et ça a un nom, ça s'appelle la conjecture de protection chronologique, une hypothèse formulée par Stephen Hawking. Selon lui, au même titre que la valeur de 300 000 km par seconde est la limite de vitesse codée dans les lois physiques de l'univers, l'espace-temps lui-même nous interdirait de voyager dans le temps ou plus vite que la lumière pour préserver l'ordre causal des événements, afin de s'assurer à tout prix que jamais une conséquence n'arrive avant sa cause. Car si cela pouvait se produire, ce serait comme faire glitcher un jeu, lui faire adopter un comportement pour lequel il n'a pas été codé, et donc potentiellement casser l'univers. Mais donc au final, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? Parce que concernant les voyages à la vitesse de la lumière, il nous reste 3 constats qui dépendent de cette conjecture de protection chronologique. Soit on part du principe qu'un voyage plus rapide que la lumière ne cause pas de paradoxe, ou qu'un autre mécanisme encore inconnu empêche leur formation. Et donc ce serait notre manière d'appréhender la relativité restreinte qui serait erronée. Soit l'univers n'interdirait pas la création de ce genre de paradoxe, mais il obligerait les observateurs qui les provoquent à faire face aux conséquences extrêmes qui en découleraient. Soit, à l'inverse, ces voyages sont autorisés uniquement dans le cas où un paradoxe n'est pas créé. Parce qu'en réalité, quand vous envoyez ce message depuis la Terre et qu'il est reçu instantanément sur une autre planète, si l'autre ne vous répond pas avant que vous envoyiez votre message, la causalité n'est pas brisée. Je sais que ça sonne contre-intuitif comme ça, mais si la conjecture de Hawking est vraie, c'est le seul et unique moyen d'autoriser un voyage à vitesse supraluminique sans créer de paradoxe qui fout en l'air toute la chaîne de causalité. Sinon, il ne reste que la réalité brute et impitoyable. La conjecture de protection chronologique est absolue, et il est donc strictement impossible de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Et au risque de vous décevoir, c'est ce qui semble être le plus probable. Encore plus quand on a en tête cette phrase de Carl Sagan: l'univers n'est pas tenu d'être en parfaite harmonie avec les ambitions humaines. Mais c'est pas parce qu'on est condamné à rester en dessous de cette limite qu'on ne pourra pas réaliser ses ambitions malgré tout. C'est juste que l'exploration de la galaxie prendra beaucoup plus de temps et ne se fera pas à l'échelle d'une vie humaine. Et d'un côté, ça me semble logique que l'exploration spatiale ne soit pas l'affaire d'une ou d'un petit groupe de personnes qui en écriront toute l'histoire, mais plutôt un effort commun à laisser en héritage aux générations suivantes.